Bien, nous passons à présent à notre second chapitre concernant les lois d'immersion non ustensiles. Je vous rappelle que notre référence sur ces lois en ce moment, c'est le fondement de la cacheroute du Rav Loria, du Rav Yosef Loria, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont notamment deux que je recommande particulièrement, les fondements de la cacheroute et les fondements du Shabbat. Et même si on ne voit pas toutes les lois dans un cas comme dans l'autre dans ces ouvrages-là, en tout cas, on a choisi des chapitres clés parce qu'ils sont très bien exprimés. Le mérite qui, à mes yeux, fait passer ce livre bien au-dessus de la moyenne des autres livres, sans enlever la valeur des autres qui ont été écrits, bien sûr, et ni de leurs auteurs. Ils ont tous une valeur. Mais ce livre-là, il a vraiment une valeur particulière supplémentaire. Premièrement, c'est l'un des rares qui donne autant de références différentes de toutes les visions halachiques les plus étendues de, non seulement évidemment du Shulchan Aruch incontournable, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo pour le monde séfarade et Rabbi Moshe Isserles pour le monde ashkénaze, mais les Aharonim plus récents, c'est-à-dire les maîtres on va dire des deux dernières générations à peu près, ou des trois dernières générations, qui eux, eh bien, ont pris en vérité aussi bien du premier que du deuxième, aussi bien de Rabbi Moshe Isserlis que du Maran Abed Yosef, avec parfois des nuances selon les régions, selon les situations également. Cette diversité de situations vient nous montrer à la fois l'érudition monumentale de ces maîtres et leur capacité à toujours trancher de manière la plus précise et la plus juste selon les situations. En d'autres termes, c'est quelque chose que je vous ai souvent dit pour les anciens et je le répète pour les nouveaux. Il y a entre ce qu'on appelle le lechatrila du lechatrila, c'est-à-dire l'attitude que l'on doit adopter a priori sur le plan de la halacha, c'est comment on doit faire au top. Comment, quand on veut être vraiment pieux, pratiquer les mitzvot de manière idéale, comment il faut respecter le Shulchan Aruch avec les avis qui sont alentour de ce Shulchan Aruch. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ce que le Rav nous dit en général. Maintenant, il y a sur certaines questions ou certaines modalités d'application de la règle, il y a des situations distinctes, différentes, où ça n'est pas carré, quoi. C'est pas tout blanc, tout noir. Ça n'est pas que comme ci ou comme ça. Donc, les sages viennent répondre dans ces cas précis. Qu'est-ce qu'on fait? Autre cas de figure, a priori, on aurait dû faire comme ça. Et si finalement, soit parce qu'on ne savait pas, soit par négligence, soit par oubli, soit parce qu'on n'était pas bien dans sa tête, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors, ça veut dire quoi? On fait plus rien. Ça veut dire qu'on est foutu, ça y est, on est transgresseur invétéré? Pas du tout. Il y a des situations où même si on a fait une erreur, il y a encore moyen soit de réparer l'erreur, soit de limiter les dégâts. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut connaître les halachot. Il ne faut pas faire de l'à peu près. Il ne faut pas croire que c'est tout ou rien. C'est pas vrai. C'est ce que, en tout cas, j'ai prouvé, je le crois, avec, entre autres, cet ouvrage, mais avec d'autres ouvrages également, dans toutes les questions de halakha que nous avons abordées. Donc, ce soir, nous abordons le deuxième chapitre dans les fondements de la cacheroute sur les lois sur l'immersion donc d'un ustensile, qui est intitulé Déroulement de l'immersion. Après avoir, dans le précédent chapitre, parlé de quels étaient les ustensiles qui nécessitaient l'immersion au mikvé, ce qu'on appelle la tevilat kelim, quel type quelle catégorie. Pour ceux qui sont venus pour la première fois ce soir, en gros, sans entrer dans les détails, je vous invite à regarder les autres vidéos, eh bien, vous avez tout ce qui est en fer ou en balzel, c'est-à-dire tout ce qui est en fer ou en alliage, eh bien, doit être trempé au mikvé selon un principe de ce qu'on appelle din Torah, une loi minatora, et avec bracha. Si ça n'est pas en fer, ça peut être en verre. Ça, c'est bidérabanan. Et il y a d'innombrables autres textures que je ne vais pas ici détailler parce qu'il y en a trop, et où dans la plupart des situations, il y a des avis différents. Et pour éviter de se retrouver dans une situation de doute, la règle que vous devez retenir en cas de doute pour vous sauver la mise, si je puis dire, c'est que si vous avez plusieurs choses à tremper au mikvé, alors privilégiez toujours d'abord ce qui est en fer, ensuite ce qui est en verre, et enfin
tout ce qui est susceptible d'être un cas de doute et qui risquerait de vous mettre en porte-à-faux, par exemple, notamment sur le devoir ou non de faire la bénédiction. Bonsoir. Et donc, dans un cas où vous avez ces trois catégories de matériaux, alors encore une fois, d'abord tout ce qui est en fer, ensuite ce qui est en verre, et enfin tout ce qui est discuté ou discutable. On va le tremper au mikvé, mais sans bracha, ou alors après avoir fait la bracha sur ce qu'il fallait. Et comme ça, vous êtes tranquille d'après tout le monde. Et puis, il y a quelques rares cas où, bichlal, il n'y a pas du tout besoin de tremper au mikvé. Je vous invite à regarder tout ce qu'on a déjà enregistré en audio ainsi qu'en vidéo pour ceux qui ont la possibilité de s'abonner à notre YouTube. Vous avez la possibilité de tomber dessus. Et il y a une playlist avec tous les anciens. Voilà, donc pour même ceux qui n'étaient pas là, qui ont perdu des cours, je vous donne la possibilité de vous rattraper. Oui. Je ne suis pas rancunier, loin de là. Alors, on retourne donc à notre chapitre d'aujourd'hui, déroulement de l'immersion. Les lois d'immersion des ustensiles, en vérité, sont similaires à celles d'une épouse qui est nida, c'est-à-dire une femme qui est, après sa période menstruelle, en état d'impureté, car la Torah les mentionne dans un même verset, tout simplement. Évidemment, on ne compare pas des ustensiles à une femme, c'est évidemment pas ça. On parle de la notion de tout, à la notion dite d'impureté. C'est seulement, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Il est dit dans le livre de Bemidbar au chapitre 31, verset 23, c'est seulement par l'eau de la Nida qu'il trouvera sa purification. Ici, c'est fait référence à l'ustensile, que l'ustensile trouvera sa purification. Donc le mikvé, la Tevilat Kelim. Ce qui nous amène à parler de la séparation et de la notion de saleté autour des ustensiles. Quand on trempe au mikvé, de la même manière qu'une personne qui va au mikvé se trempe en étant tout simplement nu, avec strictement aucun effet sur sa personne, sur sa peau, aucun tatouage, je parle de tatouages qu'on peut enlever, je ne parle pas de tatouages qui sont à l'intérieur de la peau et qui sont, eux, non pas, je le précise parce que chaque année on pose la question, pour ceux qui, avant de s'intéresser à la Torah et au mitzvot, avaient déjà fait un tatouage, je vous rassure, et on ne va pas vous demander d'enlever votre tatouage pour pouvoir éventuellement vous convertir ou vous tremper au mikvé. Sauf si, oui. On peut tremper aussi la vaisselle, on m'a dit, dans une plage, un lac, s'il n'y a pas de mikvé, non? Oui, mais ce n'est pas du tout ce dont on parle là. Non, vous avez raison, le mikvé peut se faire lorsqu'il n'y a aucune autre possibilité. C'est-à-dire lorsque vous n'avez effectivement pas de mikvé kasher, alors il y a possibilité, dans certains cas, d'aller dans un mikvé naturel, c'est-à-dire l'océan ou le fleuve. Mais alors, ce ne sera pas la même chose pour des ustensiles de vaisselle ou alors pour une dame qui doit aller. Parce qu'une dame qui doit aller, évidemment, elle ne peut pas y aller, sauf si elle est absolument certaine que c'est à l'abri des regards. Et si elle ne va pas seule. Vous imaginez, Dieu préserve, si... je ne parle même pas que pour des raisons évidentes de pudeur. Je parle aussi pour des raisons de sécurité. Donc pour toutes ces... En plus, elle ne se sentirait pas bien. Elle se sentirait épiée. Donc, ce n'est pas recommandé du tout. Ça n'est accepté que dans un cas de bdiavad. Vous voyez, c'est le cas de... Vous avez dit qu'il y a l'echatria, a priori. Bdiavad, c'est a posteriori. Donc bdiavad, effectivement, quand il n'y a pas d'autre possibilité, alors une épouse pourra aller avec une copine, voire même avec son mari, avec une distance de pudeur, évidemment, mais qui est là au moins pour la sécurité. Et certainement pas de la laisser seule pour se dépatouiller tout seul. Ça, c'est évident. Mais ça, c'est une parenthèse par rapport à la dame. Maintenant, en ce qui concerne la vaisselle, aucun problème. Il y a même le canal de l'Ourcq, là. Vous connaissez? Il y a largement la quantité requise. Donc, pas pour les femmes, hein, je précise, évidemment pas. Non, je parle pour la vaisselle. On peut tremper. Mais par contre, dans un truc qui est complètement artificiel, ça, c'est sûr que c'est compliqué. C'est quasiment interdit, sauf dans des cas rarissimes où les règles du mikvé ont été suivies. Il ne faut pas se laisser au hasard ou à l'interprétation douteuse. Donc, je répète, a priori, c'est dans un mikvé kasher, qui est sous le contrôle d'autorités rabbiniques compétentes, reconnues et attestées. Et si ça n'est pas le cas, alors, effectivement, dans des cas tout à fait particuliers, on pourra recourir à un mikvé naturel.
Donc on prendra soin de retirer toute saleté, c'est-à-dire toute forme de rouille, d'étiquettes, de colle qu'il y a sur les ustensiles et autres éléments susceptibles d'empêcher l'eau du bain rituel de se propager dans la totalité de l'ustensile. On s'efforcera dans la mesure du possible de retirer toute tache ou résidu. Cependant, ce qu'il est absolument impossible de nettoyer, en dépit de nombreux efforts, ainsi que détergents et autres, ne cause pas de séparation entre l'ustensile et l'eau. Sitôt que vous avez nettoyé comme un fou, ou comme une folle, et que vous voyez qu'il y a toujours une couleur, d'impression, que je ne sais quoi, pas de problème. En effet, on ne prête généralement pas attention aux tâches dites insignifiantes, comme on le voit d'ailleurs dans le Shulchan Aruch au chapitre 202, paragraphe 2, rapporté aussi dans le Vaïtzbor Yosef au tome 2, chapitre 3, paragraphe 12. La loi est la même pour les dépôts calcaires sur la résistance des bouilloires électriques. C'est vrai que, a priori, on se demande quel rapport. Comment allons-nous passer au mikvé une bouilloire avec du dépôt calcaire? En principe, on passe au mikvé une bouilloire ou un ustensile qui est neuf. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on le passe au mikvé. Alors comment est-il possible qu'il y ait du calcaire? Ah, question pratique. C'est très simple. Oui? Si on nous l'a donné, Si on vous l'a donné, et qu'on n'est pas sûr que, même si c'est une personne qui est vieille, c'est très bien. Donc c'est un des cas de figure, vous avez parfaitement raison. Si on vous l'a offert, celui qui vous l'a offert ou celle qui vous l'a offert, elle mange strictement au cachère. Enfin, c'est sa prétention en tout cas, ce qu'elle affirme. Mais elle vous dit, tu sais, bien qu'il n'y a eu que du cachère dans cette vaisselle, je dois t'avouer quelque chose. Bon, je ne le dis pas fièrement, mais j'ai jamais trempé au mikvé. Désolé. Donc, comme je sais que toi, tu es religieuse ou que tu respectes la Torah, les mitzvot, alors surtout, tremper au mikvé, je ne veux pas t'induire en erreur. Bon, c'est tout à l'honneur d'une personne qui dit la vérité. Sauf que là, on a un problème, c'est qu'on va tremper au mikvé quelque chose qui a déjà été utilisé. Donc déjà, il faudra absolument s'assurer que l'ustensile est vraiment caché, n'a pas été utilisé dans des trucs zarbi. Et deuxièmement, s'il a du calcaire qui entoure la résistance, vous avez par exemple dans les kumkum, alors comment vous allez faire? A priori, vous êtes tenté de nettoyer. Il suffit de mettre un petit peu de, comment on appelle ça, du vinaigre ou un produit détergent. Et le problème, c'est quoi? C'est que certains kumkum qui ont déjà passé un certain âge, si vous êtes habitué à nettoyer régulièrement le calcaire, il arrive un moment où le fait d'enlever le calcaire, eh bien, va provoquer un goutte à goutte dans le petit robinet. Petit robinet du kumkum. Vous l'avez derrière vous là, vous voyez? C'est-à-dire que quand à l'intérieur vous allez nettoyer et enlever le calcaire, qu'est-ce que c'est? C'est de la pierre. Cette pierre qui se forme autour de l'embouchure par laquelle passe l'eau habituellement dans le robinet, eh bien, quand vous le nettoyez, à force de nettoyer, ça va produire un trou dans le canal ou dans le robinet en question. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va goûter et vous allez vous retrouver, alors que vous avez voulu rattraper le kumkum, vous allez avoir un kumkum qui fuit et donc finalement vous allez devoir le changer. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de nettoyer tout le kumkum, et d'éviter de frotter à fond la partie qui est juste à l'embouchure. On mettra peut-être un peu de vinaigre pour enlever un peu, mais pas complètement. Parce que si vous enlevez complètement, tout ce que je vous dis, c'est pas écrit dans la halakha noir sur blanc, c'est du vécu. Et donc, en même temps, ça répond au cas qui est ici présenté. Donc, si vous êtes dans un tel cas, que vous voulez passer au mikvé un kumkum, après vous êtes assuré qu'il n'y a rien de taref qui a été dedans, c'est permis. On vient de dire ici que lorsque les taches sont insignifiantes ou que le calcaire, eh bien, il est resté un petit peu parce que vous n'avez pas voulu l'enlever à fond pour ne pas créer de goutte à goutte, une sorte de goutte, eh bien, dans ce cas-là, c'est ce qui vous dit, le Rav nous dit que la loi est la même pour les dépôts calcaires sur la résistance des bouilloires électriques. Et donc, on a le droit de le passer au mikvé. Tov. Avant l'immersion, il est évidemment bon de frotter l'ustensile avec une éponge de
type Scotch Brite, là, c'est-à-dire pour enlever quand même un petit peu, afin de retirer la colle qui subsiste parfois après que les étiquettes aient été retirées. Néanmoins, il est permis de laisser les inscriptions qui sont portées sur certains ustensiles qui rehaussent leur valeur. Par exemple, Crystal Dark pour les vaisselles en verre, ou alors les bouteilles de whisky, ou alors des ustensiles qui ne sont pas, ou autres ornements qui décorent l'ustensile. Vous avez par exemple à un moment donné, ils ont sorti vous savez que le Nutella, il existe Nutella en cachère. Or dans le Nutella en cachère, eh bien vous avez, au moment de leur fête de fin d'année, vous avez des verres qui sont très très beaux, très, très joliment décorés. Et c'était même écrit Nutella, hein. Faut pas se gêner avec une publicité. Et c'est très joliment décoré. Il va de soi que vous n'allez pas casser le verre ou casser la décoration. Vous la gardez. Il n'y a aucun problème, c'est ce que vous dit ici le Rav. Vous le passerez au mikvé et vous pourrez effectivement le réutiliser, bien qu'à l'origine, on a déjà étudié ça la semaine dernière, bien qu'à l'origine c'était un pot avec du chocolat. Ce n'était pas destiné à être utilisé comme kéli, comme ustensile de boisson. Mais s'il est tellement beau que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser en tant que verre pour boire, vous avez le droit, à la condition toutefois de le passer au mikvé. D'accord? Donc ça, c'est donc la séparation et la saleté dont il faut évidemment se débarrasser.